Nous revenons avec nos invités, Firmin Keko Agbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Nous avons également Maurice Donkovi, activiste panafricain, et Adam Adjronou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique Tchad. Les principaux groupes rebelles tchadiens se sont dit mardi 2 novembre disposés à participer au dialogue national sous certaines conditions. Firmin Keko Agbo, finalement, ce dialogue va passer surtout avec les groupes rebelles. Oui, c'est ce que nous avons toujours souhaité. Parce qu'il ne sert à rien que des armes crépitent régulièrement et que nous perdions des vies, des vies dont nous avons besoin pour développer le continent. Autant du maréchal, c'est comme ça qu'on l'appelait. Idriss Déby et Tino, ça crépitait toujours. Et on nous a même dit qu'il est mort au front. On ne sait pas si l'information là, cette information que nous gardons jusqu'à présent comme évangile est vraie, est vérifiée. Donc, avant ça, moi-même, il disait qu'il n'a jamais été heureux. C'est-à-dire qu'il a passé sa vie à combattre, sa vie à diviser les Tchadiens et les rebelles en ont fait, ou ont fait du métier des armes, du métier de la rébellion, leur carrière jusqu'à la mort de Papa Déby. Et aujourd'hui, à sa mort, le jeune qui est là, qui est beaucoup plus pragmatique et qui montre... Oui, c'est le fils Déby. Un fils Déby qui montre qu'il est d'une nouvelle génération, qu'il est d'une certaine ouverture, que son père a déjà commencé par poser des départs à saluer. Le fait qu'il ait initié ce dialogue et que ces rebelles l'ont accepté est une démarche salutaire pour la vie des Tchadiens. Regardez toutes ces armes, tout cet argent qu'on dépense pour acheter des armes, pour combattre les rebelles. Si on prenait cet argent, moins une partie de cet argent pour investir ou injecter dans le développement du Tchad, moins les Tchadiens en gagneraient énormément. Donc l'ouverture de ce dialogue, c'est une très bonne chose pour les Tchadiens, c'est une très bonne chose aussi pour la zone, beaucoup, ces rebelles qui sont répartis dans plusieurs pays, peut-être vont vouloir rentrer, et une manière de pacifier la région, une manière peut-être de faire baisser considérablement le taux d'attaque terroriste constaté ça et là. Les rebelles, si cet épisode, si cela marchait, moi j'aurais souhaité aussi que cela se passe dans la région ouest-africaine, avec ce qui se passe au Burkina Faso, avec le G5 Sahel, que le G5 Sahel peut-être engage, ou avec les acteurs politiques engagent une discussion avec ces djihadistes, ces terroristes qui sont dans cette zone et qui perpètrent régulièrement des attaques et qui déciment des vies humaines. Vous avez appris qu'il y a de cela quelques jours, il y a eu encore une attaque terroriste au Burkina Faso. Donc, si on peut multiplier ce dialogue-là sur tout le continent, je pense que ça aiderait beaucoup. Ça aiderait à lutter efficacement contre le djihadisme, parce que c'est une guerre asymétrique. On sait là où se trouve exactement l'ennemi. Ça permettrait à beaucoup de rentrer, de retourner au pays et d'apprendre à vivre avec la paix. Allez, Adam Adjronou, les rebelles parlent d'un dialogue sous certaines conditions. Quelles sont ces conditions? Vous savez, avant le début de cette aventure-là, beaucoup sont ceux-là qui étaient d'abord perplexes et très dubitatifs sur l'issue réservée, connaissant un peu la tradition tchadienne. Mais aujourd'hui, je pense que lorsque nous prenons les facilitateurs, les médiateurs, et chaque jour que Dieu fait, ont joué un rôle très important pour arriver à pouvoir faire transcender un peu les lignes et amener donc ces rebelles-là à s'associer à cette ligne de démarcation que le fils Mahamat Idriss Déby veut donner, disons, à son pays. Puisque après le règne de son père et ceux qui étaient là avant lui, qui étaient dans une posture de vaincre en réalité pour gouverner à leur façon, sans tenir compte un peu de la réalité, du Tchad pris dans sa globalité, lui veut faire un principe de démarcation en faisant en sorte que cette parenthèse, il faut le rappeler, puisque c'est également toute la question qui se pose,
puisque beaucoup estimaient que véritablement nous étions dans l'aide d'un coup d'État, mais j'estime que c'est une parenthèse qui permettra de reposer les bases solides pour ce pays-là, afin de le mettre dans l'aide démocratique. Puisque lorsque nous prenons la plupart des pays de l'Afrique centrale ont pratiquement un peu des histoires qui sont liées au fait qu'il y a une manière de gouverner sans partage, mais aujourd'hui, étant donné qu'il veut faire autrement les choses, et je pense que beaucoup sont ceux-là qui l'ont aidé. Et je parle d'un certain nombre de pays qui ont permis à ces rebelles-là de pouvoir véritablement donc retrouver ou carrément prévoir être sur la table de discussion. Et ça, il faudrait donc le saluer. Mais ceci étant dit, je pense que ces préalables, venant donc à votre question qui sont posées par ces groupes armés, ces rebelles-là, sont intimement liés à la question même de la prévoyance de la gouvernance du pays. Compte tenu du fait qu'ils savent que lorsque nous prenons Idi Déby Itno, qui leur reprochait un certain nombre de choses et que nous ne voulions pas entendre parler, puisque vous n'êtes pas sans savoir que ce genre de dialogue était proposé à Idi Déby, mais lui, il était sur une ligne une ligne rouge à ne pas franchir, liée au fait que de ne pas avoir des négociations avec certains qui ont pris des armes contre la République, comme lui-même le disait par le passé. Oh, lui aussi, donc, il avait pris des armes contre la République. Oui, c'est ce que je disais, puisque c'était la tradition. Donc, pour lui, il règne jusqu'à la fin, sans donc partage avec ceux-là, et même c'est ce qui exacerbait en réalité la prise de ces armes-là, de ces rebelles-là. Donc, pour eux, étant donné qu'il y a des gens qui sont donc aujourd'hui pointés du doigt comme étant ceux qui ont tué Idi Déby et que ce soit son fils qui soit là, et c'était aussi la critique interne, parce que les gens estimaient qu'il faut amnistier ceux qui ont tué ton père d'aussitôt. Donc il était devant, disons, un paradoxe qu'il fallait donc lever, et je pense que désormais c'est chose faite, puisque lorsque vous lisez bien dans les lignes, il est totalement engagé, mais il faudrait qu'après les études, pour permettre donc à ces gens-là d'être amnistiés et de pouvoir libérer un certain nombre de prisonniers tels qu'il le pose. Mais je pense que ce n'est pas une question qui puisse donc être un goulot d'étranglement pour la tenue de ces pourparlers-là. Mais étant donné déjà il y a une volonté exprimée de sa part à pouvoir donc arriver coûte que coûte à avoir tous les protagonistes de la crise tchadienne sur la table, et cela ne va pas le déranger à pouvoir donc fermer cette page-là, d'être sur une ligne de pouvoir toujours tenir rigueur à ceux qui ont causé un certain nombre de méfaits. Quand on sait également que le pouvoir de N'Djamena lui-même aussi en a causé, si nous prenons au niveau du plan politique, tout n'était pas rose, comme tout le monde peut le concevoir, mais également au niveau des rebelles, ils ont des réclamations, puisque lorsqu'on les appelle les rebelles, c'est justement parce qu'ils ont des opinions à exprimer qui ne sont pas prises en compte, qui sont rentrés en rébellion. Et ces rebelles-là, pour la plupart du temps, ce sont des questions politiques. Et en arrière-plan, ils ont calculé donc leur stratégie sur des politiques qui essaient un peu de faire leur lutte à l'interne, ou pratiquement qui partagent également leur appréhension de la vie que serait la vie tchadienne de demain. Donc je pense qu'à partir du moment où il y a cette volonté exprimée là, il n'y a pas de raison qu'on puisse donc pouvoir refuser de pouvoir libérer ces prisonniers politiques là qui sont avant tout également des Tchadiens, mais également de pouvoir faire en sorte à les amnistier compte tenu du fait que ce sont des questions essentiellement liées au Tchad qui les ont mis en rébellion. Donc je pense que toutes ces questions réunies là permettra donc au fil historiquement de rentrer dans l'histoire, puisque ayant pris une ligne de démarcation contre tous les présidents que le Tchad a connus, et je pense que c'est pour d'abord la stabilité du Tchad, et qui parle de la stabilité du Tchad, parle aussi de la stabilité de l'Afrique de l'Ouest pratiquement, puisque c'était le pays qui est aujourd'hui, qui était même à l'avant-garde, puisque ayant maîtrisé surtout les techniques de combat dans le Sahel, et Idriss Déby surtout lui également a investi beaucoup dans l'armement, donc ils ont le matériel qu'il faut pour venir donc à bout de ces terroristes-là qui maîtrisent d'ailleurs même bien, puisque lorsqu'on parle des rébellions, ça voudrait dire quelque part qu'ils partagent pratiquement un pan du sujet avec certaines rébellions qui sont là et peuvent d'une manière pacifique être prises en compte pour pouvoir amener certains à pouvoir revoir leur posture, parce que qui parle des rébellions qui sont retrouvés à la table de négociation et à rentrer dans la vie active, pourquoi pas, cela peut encore persuader d'autres également à pouvoir faire accord, puisque le problème se pose au niveau du Mali qui veut également passer par disons des négociations pacifiques pour résoudre la question. Donc, ne pousse pas la France. Tout à fait, mais je pense que c'est déjà un bon idéal qui serait donc qui va permettre à d'autres également de revoir leur posture. Allez, donc on semble donner la priorité aux rebelles qu'aux autres partis de l'opposition, les transformateurs et à la société civile.
Si cela se fait dans ce type de procédure, je pense que c'est une erreur. Les rebelles ont l'avantage d'avoir les armes, tout comme le gouvernement. Donc, si la perspective est de sécuriser le territoire, ce qui est une chose, il n'y a pas de problème. Mais toujours est-il que quand il s'agira de pouvoir régler le problème tchadien, on a besoin de toutes les forces vives. C'est-à-dire on a besoin du peuple, donc des différentes communautés ethniques. On a besoin des différentes personnalités politiques parce que le problème tchadien il commence dès les indépendances de Tchad avec Tombal Baye. Il s'ensuit tout un ensemble de frictions, de déstabilisation, de coups d'État qui vont permettre l'avènement de la famille des Bétino. Par conséquent, si on veut que le Tchad puisse réussir à passer ce Rubicon, il faut qu'il y ait tous les acteurs, il faut qu'il y ait vraiment un réel dialogue national où tout le monde puisse, où on puisse crever les abcès et vraiment partir vraiment sur un véritable processus de reconstruction. Ceci étant dit, le Tchad, en réalité, n'a pas le choix lorsqu'on voit la situation tchadienne. Le Tchad ne peut pas se permettre un non-dialogue. Pourquoi? Parce que le Tchad est au milieu d'un foyer de pays déstabilisés. Vous voyez au nord, vous avez la Libye. La Libye. Problème. Vous avez le Soudan qui est à côté. Problème. Centrafrique. Sans oublier qu'avec le Soudan, il y avait le problème du Darfour déjà, qui n'est pas réglé. Totalement, vous allez en Centrafrique, problème, où les Centrafricains en veulent au Tchad parce qu'ils estiment que les groupes rebelles viennent toujours de là. Ils sont appuyés par le gouvernement tchadien. Vous allez au Cameroun, un problème avec la zone anglophone. Vous voyez le Nigeria, Boko Haram, le lac Tchad. Bon, grosso modo, le Tchad ne peut se permettre de surfer avec l'inconstance. Par conséquent, oui, tous ceux qui soutiennent le Tchad, en l'occurrence la France et tout autre acteur politique, vont souhaiter une stabilisation du pays. Et la stabilisation du pays passe par, si vous voulez, un genre de pax mafiosa, c'est-à-dire un genre de pacte avec les rebelles qui vont permettre de circonscrire les frictions militaires, mais aussi un genre de consensus avec la classe politique tchadienne et avec la société civile pour pouvoir maintenir le Tchad dans la stabilité. Parce que s'il advenait que le Tchad verse dans les mêmes, si vous voulez, les mêmes démons que le Soudan actuel, ou que la Libye, ou tout autre pays ayant connu un renversement de son autorité, ça serait grave. C'est-à-dire on aurait, si vous voulez, une suite continuelle et sans fin de produits déstabilisés, et cela partirait grosso modo du Mali jusqu'en Somalie. Vous allez avoir le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan, et vous allez tomber Éthiopie, Somalie. C'est impossible. En une minute, Firmet Tekouabo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter. Ouais, moi, j'aime toujours me rappeler l'exemple des FARC. En Colombie. Ouais, donc, quand les FARC existaient en tant que rebelles, il y avait des enlèvements qui s'opéraient régulièrement. Mais depuis que les FARC sont devenus partis politiques, il n'y a plus ces genres d'enlèvements. Mais regardez ce qui se passe au Mali avec Sophie Petronet qui est revenue, qui sera revenue discrètement. Mais si par exemple Goïta négociait ou ouvrait un dialogue, pardon? Pas discrètement. Mais on parle de discrètement. Maintenant, je suis le mot. Soit secrètement ou discrètement. Parce qu'on lui aurait refusé le visa du Mali. Mais il est passé par le Sénégal. C'est un visa de couvert, puisqu'il n'est pas passé par un autre pseudonyme. Oui, exactement. Donc, vous imaginez, donc, si on arrivait à si Goïta réussissait un certain dialogue, même si nous ne cautionnons pas le coup d'État qu'il a eu peut-être 2 fois, mais s'il réussissait un certain dialogue avec les djihadistes au Mali, je pense que ces gens d'enlèvement, on ne les aurait plus. Et de plus, on n'aurait plus ces attaques terroristes, parce qu'on aurait déjà satisfait à toutes les revendications de ces djihadistes-là. Alors, ce que
Ils disent bien en train de faire, donc on prie que cela lui réussisse. Donc si ça lui réussit, ça sera un bon exemple à inspirer Goïta, à inspirer aussi le président du Faso. Pratiquement modélisable pour la sous-région. Moi, vous savez, vous avez dit tout à l'heure... On va revenir, on marque la petite pause, on revient après pour la suite avec nos invités.